on n'est pas juste femmes, on est des femmes, on est musulmanes. Moi, par exemple, je suis descendante d'immigrés, je suis issue des quartiers populaires, et toutes ces choses-là, en fait, font que je suis au cœur de multiples oppressions qui sont liées à ma classe sociale d'origine, qui sont liées au racisme, qui sont liées à mon ethnie, à ma religion, à ma condition de femme. Et en fait, le féminisme universel a tendance à ne pas prendre en compte notre diversité, notre multiplicité d'identités. AVS avec Philippe Robichon. Voilà, et aujourd'hui, ce matin, ça veut dire AVS à votre sororité. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Nadia El Bouga est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Sage-femme et sexologue clinicienne. Voilà, et si c'est à votre sororité aujourd'hui, c'est parce que nous recevons Fatima Bent. Bonjour et bienvenue. Voilà, vous êtes présidente de l'ALAB. Alors l'ALAB, c'est ce qu'on appelle un néologisme. Un néologisme, c'est un mot qui a été créé de toutes pièces. Exactement. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà, bonjour Nadia, bonjour Philippe. Bonjour Fatima. Merci d'accueillir la Lab et merci de m'avoir accueilli. Du coup, la Lab, c'est un néologisme en effet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça vient de deux mots qui ont été contractés. De Lala, qui veut dire madame en arabe marocain. Quand on dit Lala Fatima, voilà, c'est quelque chose qui a une particule qui est très utilisée avant les prénoms pour désigner les femmes, et ça veut dire madame. Et Lab, qui veut dire laboratoire. Donc en fait, la Lab, c'est un laboratoire d'idées, un laboratoire d'utopie, un laboratoire d'expression qui fait entendre les voix des femmes musulmanes. C'est même une particule honorifique d'ailleurs. Exactement. Exactement. Mais pour les hommes, c'est Moulay-Lab. Je sais pas, moi. C'est Moulay, Sidi, Sidi Lab. Sidi Lab, exactement. Ouais. Et quelle est votre vocation alors ? Alors, la vocation de la Lab, qui on est exactement ? On est une association féministe et antiraciste qui souhaite, qui a pour but de faire entendre les voix et de défendre les droits des femmes musulmanes qui sont au cœur d'oppressions multiples et notamment sexistes, racistes et islamophobes. Et chez la Lab, on souhaite ouvrir une nouvelle voie en fait de défense des droits des femmes. On s'articule vraiment autour de cette idée de défense des droits des femmes musulmanes en leur donnant justement les moyens d'être actrices de leur propre émancipation et de définir par elles-mêmes les conditions de leur émancipation, de leur libération. Mais la femme ou les femmes musulmanes, c'est pas une entité homogène. Complètement. Complètement. Nous, on s'inscrit complètement dans cette idée aussi de pluralité, de faire entendre la diversité, la pluralité des voix des femmes musulmanes, parce que trop souvent dans les médias, dans les politiques, et depuis de nombreuses années, il y a toujours eu cette image de la femme musulmane, de la bonne femme musulmane, ou de celle qui n'est pas assez bien, de cette femme-là qui porte le voile, qui a un projet de je ne sais pas quoi. Et nous, on est vraiment en train de dire que chez la Lab, on est des femmes musulmanes au pluriel, parce qu'on a toutes des vécus pluriels, on vient toutes d'environnements différents, et que c'est ça qui fait notre richesse, et on n'est pas un bloc homogène en fait, on n'est pas représenté sous ce prisme-là de bloc homogène, et c'est fatigant. D'ailleurs, il n'y a que très récemment qu'on parle des droits des femmes, jusqu'à encore pas très longtemps, on parlait des droits de la femme. Exactement, ouais. Et de la journée internationale de la femme, alors qu'effectivement, les femmes sont plurielles. Sont plurielles complètement, enfin, c'est dangereux de les embarquer, comme les hommes, embarquer sous un seul chapeau et de les mettre tous dans un seul bloc, ouais. C'est stéréotypant. Alors, l'outil phare de votre réflexion, c'est l'intersectionnalité. Alors, on y va pour tout le monde, vous avez 3 heures. Qu'est-ce que ça regroupe, ce concept d'intersectionnalité tellement cher à Nadia El Bouga? Tellement cher à la Lab, à toutes les femmes en général et les femmes musulmanes notamment au sein de l'association. L'intersectionnalité, c'est un concept clé chez la Lab et c'est un outil de réflexion qui a été développé à la fin des années 80 par une afroféministe qui s'appelle Kimberly Crenshaw. Et en fait, l'intersectionnalité, ça permet en fait de comprendre en fait les multiples oppressions qui se croisent lorsqu'on est une femme. C'est-à-dire nous chez la Lab, on est une femme musulmane, il y en a certaines qui portent le voile, certaines qui sont noires, d'autres qui sont arabes. Et en fait, on est victime de plusieurs oppressions qui se croisent en fait. Et c'est le fait de se dire que ces oppressions-là dont on est victime, faut les adresser de manière simultanée, non pas séparément. Si vous adressez une problématique avant une autre, il y en a une qui prend le pas sur l'autre. Enfin, du coup, il y a quelque chose d'inégalitaire qui se met en place. Et le but, c'est de se dire en fait déjà qu'on est des femmes aux identités multiples, qu'on est fiers de porter ces différentes identités et qu'on les affronte simultanément et qu'on affronte les discriminations dont on est victime de manière simultanée et non pas de manière séparée. Et c'est vraiment un outil de réflexion qui est vraiment important chez la Lab. Donc le féminisme intersectionnel par rapport aux autres féminismes, notamment le féminisme qui se dit universel, universaliste, différentialiste, quelle serait vraiment essentiellement la différence en fait ?
La différence en fait avec le féminisme intersectionnel, c'est que nous, en fait, on n'est pas juste femmes. On est des femmes, on est musulmanes. Moi, par exemple, je suis descendante d'immigrés, je suis issue des quartiers populaires, et toutes ces choses-là, en fait, font que je suis au cœur de multiples oppressions qui sont liées à ma classe sociale d'origine, qui sont liées au racisme, qui sont liées à mon ethnie, à ma religion, à ma condition de femme. Et en fait, le féminisme universel a tendance à ne pas prendre en compte notre diversité, notre multiplicité d'identités. C'est-à-dire qu'on est d'abord vous des essentialise. femmes. Exactement, voilà, exactement. Et soit ce truc, on nous nie en fait nos autres identités en disant que le genre passe avant le reste, ou alors on va nous dire en effet que ça va être de toute façon la religion c'est oppressif, faut pas prendre en compte, de toute façon dans vos cultures les hommes sont violents, donc c'est parce que les hommes sont violents que vous êtes maltraités. Enfin, c'est vraiment ce truc en fait où c'est toujours stéréotypé, c'est toujours condescendant, on parle à notre place, et le féminisme intersectionnel, ça, au contraire, on promeut nos multiples identités, on veut justement l'égalité dans tous les pans de notre vie, que ce soit dans le féminisme, dans la classe. Et d'ailleurs, vous allez même assez loin, je trouve, dans votre intersectionnalité, puisque on va prendre un exemple concret. Si je suis une femme donc noire, descendante d'immigrés, de confession musulmane, lesbienne, handicapée, issue de la classe populaire, là ça fait pas mal d'intersections et pas mal de, comme vous dites, de voies en fait de discrimination et d'oppression possible. Qu'il faut adresser vraiment de manière simultanée, et c'est pas un cumul ou des couches supplémentaires, c'est vraiment cette idée de se dire que ça se croise en fait, et c'est vraiment pour l'égalité justement qu'on essaie de dire que toutes ces oppressions-là doivent être adressées simultanément et non pas de manière séparée, au risque de défavoriser une inégalité au risque d'une autre, ou en tout cas de créer au final une société pas du tout égalitaire où certains combats prennent le pas sur les autres en fait. Mais est-ce que, parce que c'est une chose qui vous est reprochée parfois, est-ce que vous êtes contre ces féminismes universels ? On est contre... Ou est-ce que vous vous opposez à ce féminisme-là ? En fait, on est contre la représentation qu'elles ont faite sur les femmes musulmanes et sur les femmes arabes et sur les femmes noires et sur toutes les femmes en fait qui ne sont pas blanches. C'est-à-dire que ces féministes universelles, sous prétexte d'universalité, elles nient aussi notre singularité et nos identités multiples. C'est-à-dire que nous, on s'oppose justement à cette infantilisation et cette façon de prendre la parole à notre place et de se dire qu'en tant que femme, on peut aussi puiser notre émancipation dans les textes sacrés, dans notre foi, dans nos origines, dans nos cultures de transmission, enfin dans les figures des femmes arabes aussi, de nos grands-mères, etc., qui ont tout le temps été livrées à la vindicte médiatique, politique. Et en fait, le problème des féministes universalistes, c'est qu'elles ont tendance à parler à notre place, à créer un stéréotype autour des femmes musulmanes, à les représenter de manière soumise, oppressée, opprimée, et d'avoir vraiment cette approche complètement néocoloniale en fait dans le féminisme, c'est-à-dire d'avoir même une approche complètement raciste sur la condition des femmes, en estimant que certaines sont plus opprimées que d'autres parce qu'elles sont musulmanes et parce que leur religion serait oppressive ou parce que leur culture maghrébine, noire ou africaine serait oppressante. Sauf que non, il y a des femmes qui... C'est vrai chez les féministes de la nouvelle génération, ça aussi ? C'est-à-dire les féministes des nouvelles générations. C'est celles qui ont 30 ans, parce que nous on en connaît des féministes et on en voit passer. Moi je connais les féministes qui ont milité dans les années 60, 70, 80, puis après aujourd'hui il y a toute la nouvelle génération. Est-ce qu'elles ont les mêmes représentations que celles qui ont, les pionnières, on va dire, je mets pionnières entre guillemets. Moi je dirais, si je peux me permettre, que ça dépend des obédiences, parce que finalement moi, je côtoie des féministes matérialistes, par exemple, qui ont complètement changé leur vision du féminisme. C'est pour ça que je vous posais la question. Oui. Et pour autant, pour ne citer qu'elle, Christine Delphi, qui a eu des changements de position radicale, c'est le cas de le dire, parce que elle a amené sa réflexion et que justement ces nouveaux féminismes, donc que ce soit intersectionnel ou afroféminisme, ou féminisme décolonial, celui par exemple de Françoise Vergès, ont amené justement une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de penser les droits des femmes et de penser aussi, comme vous le disiez, la singularité aussi de chacune d'entre nous. Et au-delà de ces femmes-là que vous venez de citer, nous, chez la Lab aussi, on prend vraiment à cœur de rendre hommage et de s'inscrire dans cette lignée de résistance, et aussi des femmes qui ont été invisibilisées dans l'histoire, notamment des femmes comme Fatima Mernissi, Zahra Ali, Amina Wadoud, même des femmes qui sont des compagnonnes du prophète ou les épouses du prophète, qui ont aussi été des femmes extrêmement admirables, qui ont fait des choses, qui
qui ont combattu les injustices à leur époque et qui elles-mêmes nous donnent des leçons. Et c'est de se dire aussi que ces figures-là, elles existent aussi chez nous, de femmes fortes, de femmes qui ont combattu les injustices, qui ont combattu tout pour leurs droits. Et c'est grâce aussi à ces récits de femmes qui nous ont ouvert la voie qu'aujourd'hui la LAB existe et qu'aujourd'hui on est fiers de porter ce combat-là et de s'inscrire dans ce récit de résistance et de lutte. Et qu'elles ne sont pas juste des symboles exotiques. Exactement, certainement pas. Il y a plusieurs choses dans ce que disait Nadia tout à l'heure, par exemple sur la question de l'homosexualité, par exemple, parce que ça aussi c'est quelque chose qui revient quand on parle de la LAB. Est-ce que la LAB est homophobe ? Non, la LAB n'est pas homophobe. Nous, on est, comme je vous disais, on a une approche pro-choix, c'est-à-dire que la LAB, en fait, on accueille toutes les personnes, quelles que soient leurs identités, leur orientation sexuelle, leur religion. C'est-à-dire que la LAB, c'est une association qui est complètement pro-choix dans son ouverture et dans son approche. Mais quand vous dites pro-choix, ça concerne aussi la question du voile. Complètement, c'est-à-dire je le porte pas, il y a des femmes qui le portent, c'est vraiment cette idée de dire que par exemple chez la LAB on ne défend pas le voile, on ne défend pas je ne sais pas quoi, on défend le droit de la personne qui le porte ou ne le porte pas. On défend les droits fondamentaux des individus et qui dit droits fondamentaux dit en effet, comme je vous disais, l'intersectionnalité de ne pas nier les oppressions que peut vivre une personne et qui a aussi l'homophobie que peuvent vivre certaines femmes qui sont aussi lesbiennes, qui se définissent pas hétérosexuelles et qui en effet chez la LAB sont clairement défendus et sont accueillis aussi au sein de notre association. Et en effet, c'est cette approche vraiment intersectionnelle et pro-choix de défense des droits des femmes sur tous les pans de leur vie, quel que soit leur... Y compris, par exemple, l'interruption volontaire de grossesse, par exemple. Complètement, mais l'avortement, on est complètement pro-choix sur cette approche. C'est ça que pendant longtemps, on a... Je vous dis ça parce que c'est des choses qu'on a dit sur vous au début, notamment que vous étiez proche des frères musulmans. Voyez, donc, c'est des personnes qui n'ont jamais été aux journées de la LAB. Parce que honnêtement, j'ai fait du chemin et honnêtement, c'est la première fois sur le terrain que je vois une association de femmes musulmanes où vous rencontrez vraiment tous les genres, toutes les orientations, tous les types d'individus possibles et inimaginables. Je veux dire, je n'ai jamais rencontré de musulmans queer ailleurs qu'à la LAB. De musulmanes lesbiennes, de musulmans gays, enfin voilà. Même dans les mosquées, on les rencontre pas parce qu'il y a un rejet. Mais oui, mais il faut le dire, c'est très important parce que ces détracteurs justement qui ont attaqué la LAB. Ce sont des personnes qui ne connaissent absolument pas le terrain. Parce que s'ils connaissaient un tant soit peu le terrain, et s'ils avaient ne serait-ce que participé à une journée de la LAB, ils se seraient vite rendus compte et ils auraient fait le constat qu'effectivement, c'est pluriel, mais au sens large du terme. Exactement, et c'est aussi ce truc raciste dont on dit le féminisme universaliste, c'est-à-dire que quand des femmes qui sont musulmanes, qui se définissent comme telles, s'auto-organisent, cette auto-organisation-là, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui allons prendre à bras le corps ces sujets-là, qui allons créer nos propres conditions d'émancipation, qui allons créer nos propres voix, qui sommes héritières de femmes comme Amina Wadud, Asma Lamrabet, et qui définissons en fait nos propres récits de résistance et nos propres lignées de femmes dont on s'inspire. Direct, on va jeter l'opprobre sur ces initiatives-là, on va en effet nous dire qu'on est proche de je sais pas quoi, alors que je vous invite à venir dans nos événements et à suivre la LAB sur les réseaux sociaux et lire notre magazine, et il n'y a absolument rien qui prête à cette accointance-là, si ce n'est justement le racisme et le raccourci que certaines personnes... Alors ce qui dérange... légitimer l'auto-organisation des principales concernées. Je pense que ce qui dérange tout simplement, c'est le fait que vous affichiez le terme femme musulmane en fait. C'est qu'il y a quand même un curseur qui est pointé sur cette spécificité-là. Alors pourquoi ce choix ? Pourquoi cette spécificité d'accompagner ou de proposer un lieu pour les femmes musulmanes ? Pourquoi finalement ne pas l'ouvrir à toutes les femmes ? Même s'il est ouvert à toutes les femmes. Hein. Et pourquoi il y a cette affiche-là, femme musulmane ? Parce que pendant de nombreuses années, en France, il y a toujours un récit très problématique sur les femmes musulmanes, et depuis, ça date pas d'il y a 5-10 ans, ça date de décennies, et c'est quelque chose qui s'inscrit dans la suite, si ce n'est qui s'est ancré à l'époque coloniale, dans cette représentation de la femme qu'il faut aller sauver, des cérémonies de dévoilement qu'il y avait en Algérie. Enfin, c'est vraiment, à chaque fois que les femmes musulmanes étaient représentées,
présentait, c'était soit comme des femmes opprimées, soit des femmes qu'il fallait libérer de leurs frères violents ou de leur culture misogyne. Déjà, comme si le sexisme n'existait pas dans la société aussi française et dans les sociétés en général. Et comme si, en fait, comme si on n'était pas assez forte et assez outillée justement pour définir nos propres conditions d'émancipation, et combien même ces choses-là existeraient dans nos communautés, on s'en libère également, en fait. Comme disait Audre Lorde, une essayiste afro-américaine, nos silences ne nous sauvera pas. C'est-à-dire qu'en fait, on refuse de se taire en fait, dans toutes les formes de violence qu'on subit, que ce soit dans nos communautés comme dans la société. On a présenté la LAB tout à l'heure, une association féministe et antiraciste, et vous étiez en train de dire, avant la pause de publicité, que vous n'étiez pas une association communautariste. Oui. Non, on n'est pas une association communautariste, et en effet, comme je disais, en effet, on est une association où ce sont les femmes musulmanes, en effet, qui définissent leurs propres conditions d'émancipation, qui sont au cœur, en fait, des prises de décision, des stratégies. Même si c'est une association qui est ouverte à toutes et à tous, c'est une association, en effet, où le combat se focalise sur les droits des femmes musulmanes, et où, en effet, elles sont au cœur des discussions, elles sont au cœur des prises de décision, des analyses. D'ailleurs, les deux fondatrices, Sarah Zweig et Justine de Vilaine, qu'on embrasse très fort. Oui, Justine de Vilaine est athée. Exactement, Justine, elle est athée, et elle avait aussi fait un podcast, je ne vais pas parler pour elle, je vous invite à écouter le podcast qu'elle avait fait dans le Kif Taras, où justement elle parle justement de ça en tant que femme athée, en tant qu'alliée en fait dans cette lutte-là, et d'écouter aussi son discours là-dessus, c'est hyper intéressant. Ouais. On va parler d'une date. Le 27 mars, qu'est-ce qui se passe tous les ans le 27 mars ? Alors, le 27 mars, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, le mois de mars, c'est un mois dédié vraiment aux droits des femmes. Et on s'est dit avec la LAB, et c'est quelque chose qui existe maintenant depuis 4 ans, et qui est une initiative à la base qui a été créée par Amani Al-Hatabi, qui est une femme américaine qui a créé Muslim Girl, donc du coup, il y a un média américain qui fait entendre les voix des femmes musulmanes, et qui a lancé il y a 5 ans de ça le Muslim Women's Day, donc du coup, la journée internationale des droits des femmes, on a repris chez la LAB au niveau français pour justement faire entendre les voix des femmes musulmanes, amplifier nos voix, créer un événement comme celui qui aura le 27 mars, qui est à la base un événement présentiel, mais avec le Covid, on l'a organisé en ligne depuis ces 2 dernières années, l'année dernière et cette année, et qui est un événement où on fait entendre les voix des femmes musulmanes, où c'est vraiment un mois dédié aux droits des femmes, et on s'est inscrit en fait dans cette continuité du 8 mars et de ce mois-là. C'est la version française donc en fait. Exactement, parce qu'en effet, voilà, c'est Muslim Girl qui a lancé l'initiative il y a 5 ans. Et on s'est dit qu'il fallait la même en France parce que c'est... Et comment vous l'appelez en français alors ? On appelle le Muslim Women's Day parce que ça se dit bien, mais ça se dit en effet la Journée internationale des droits des femmes musulmanes. Bien, ça consiste en quoi pour celles qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent et qui voudraient justement rejoindre ce qui va se passer le 27 mars ? Alors, ça consiste en quoi le 27 mars donc du coup, c'est notre 4e édition. Et ce Muslim Women's Day, on va le focaliser cette fois sur le pouvoir collectif des femmes musulmanes, parce que chez la LAB, on s'organise collectivement pour faire entendre nos voix, pour faire avancer nos droits, pour défendre nos conditions et nos droits, pour vraiment combattre ces injustices-là. Et on souhaite justement rendre hommage à toutes ces femmes en fait, musulmanes qui sont puissantes, qui se sont organisées, qui ont lutté pour leurs droits. Et on souhaite justement donner cet élan de pouvoir, en fait, de communauté de pouvoir, de communauté politique qui s'organise collectivement pour faire entendre ces voix, de femmes fortes, de femmes solidaires qui souhaitent justement changer le paradigme des politiques des discriminations, qui souhaitent installer de nouvelles choses pour les droits des femmes, notamment nos programmes pouvoir qu'on a lancés en janvier, plein de choses comme ça en fait qui s'ancrent vraiment dans cette idée de pouvoir collectif et d'organisation collective en fait qu'on met en œuvre depuis plusieurs mois, voire plusieurs années au sein de la LAB. Donc c'est vraiment sur cette focus-là de pouvoir collectif pour le 27 mars. Alors il faut savoir que la première édition, moi je me rappelle, j'y étais et vous aviez rassemblé plus de 500 personnes, il y avait 600 personnes et vous deviez même arrêter les entrées tellement la salle c'était à la Bellevilloise. Alors il y avait la Bellevilloise c'était le festival. D'accord. Le festival c'est l'anniversaire, donc en effet il y a 2 gros événements, on va dire qu'il y a on fait plusieurs choses chez la LAB, mais il y a 2 gros événements externes présentiels et événementiels qu'on fait, qui sont le LALAB Birthday, en effet, donc l'anniversaire de la LAB qui a lieu tous les ans au mois de mai et qu'on a organisé en effet à la Bellevilloise, vous étiez intervenu il y a 2 ans, et le Muslim Women's Day qui a lieu cette fois au mois de mars, et celui-ci on l'avait fait, la première édition, on l'avait fait au centre social Rosa Parks sur la représentation des femmes musulmanes dans les médias, et en effet on était, c'est un petit peu moins que le festival parce que ça a beaucoup moins enfin c'est vraiment la voix des femmes musulmanes en ligne cette fois, donc c'est vraiment du média et des hashtags qu'on met en place, mais oui on avait fait un événement, on avait accueilli
il me semble, une centaine de personnes. Mais c'est vraiment cette idée, en effet, de parler de nos droits. Donc la première édition, c'était la représentation des femmes musulmanes dans les médias. Deuxième édition, c'était sur l'éducation, par rapport aux 15 ans de la loi de 2004. L'année dernière, c'était sur la santé mentale, par rapport à toutes les discriminations, les lois qui arrivent actuellement, et les lois qui ont été mises en place, et toute l'islamophobie qui était une vraie charge mentale en fait pour les femmes musulmanes. Et ensuite cette édition-là, cette organisation collective, cette puissance collective qu'on organise, qu'on met en place au sein de la LAB. Pourquoi je pointais le nombre, c'est parce qu'en fait, finalement, la LAB répond à une demande de personnes qui n'attendaient finalement femmes, hommes, musulmans, non musulmans, qui attendaient une association de ce type qui fédère un peu tout le monde. La LAB justement répond à un besoin délaissé par les politiques, c'est-à-dire de prendre en compte les voix des femmes musulmanes, de lutter contre l'islamophobie, le sexisme et le racisme qui les visent. Et aujourd'hui, il y a un vrai manque politiquement et médiatiquement sur la prise en compte de ces questions-là. Et chez la LAB, justement, on souhaite apporter des solutions à ce besoin délaissé complètement par les pouvoirs publics et par les politiques qui, lorsqu'on parle des femmes musulmanes, c'est constamment sous le prisme des stéréotypes, du voile. Quand on invite une femme qui porte le voile à un plateau télé, c'est constamment pour parler de son voile. C'est pas des expertes en fait, alors que ce sont des femmes qui sont sexologues, ou la rapporter à sa religion, voilà. Exactement. Et c'est des femmes qui sont entrepreneuses, qui font plein de choses à côté de ça et qui peuvent parler d'autre chose que de leur voile. Et en effet, ou alors on va les réduire à ça et on va leur demander de justifier leur humanité. Et c'est pas normal en fait de constamment devoir se justifier son humanité en tant que femme musulmane et en tant que femme déjà et en tant que femme en plus de ça musulmane, non blanche, etc. Donc du coup, non, il y a un vrai besoin qui a été complètement délaissé par les politiques et les pouvoirs publics et par les médias. Et en effet, c'est vrai qu'il y a eu une belle conscientisation, que la LAB, en effet, de par nos événements qu'on organise et de par cette popularité aussi, qu'il y a eu en effet cette façon de se dire, tiens, il y avait vraiment un besoin délaissé. Moi, je suis rentrée chez la LAB justement parce qu'il y avait ce besoin que je sentais dans ma vie où on n'était pas une communauté de solidarité de femmes musulmanes fortes, qui œuvrent pour ses droits. Et chez la LAB, j'ai trouvé cette communauté, j'ai trouvé ce pouvoir-là, j'ai trouvé cette solidarité-là que je cherchais aussi dans ma vie, j'en avais marre de voir des débats télévisés incessants sur ma vie, sur mon corps, sur... Et de femmes qui œuvrent pour des femmes, et pas des hommes qui parlent pour des femmes, une fois de plus. Exactement, parce que quand il y avait en effet ces prises de position, c'est souvent des gens qui parlaient à notre place, des gens qui définissent les choses à notre place, alors que là, chez la LAB, c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, on crée des solutions pour les femmes musulmanes, et ces solutions sont créées par elles-mêmes, par des femmes musulmanes. C'est vraiment les femmes musulmanes qui sont au cœur des prises de décision, des analyses sur leur vécu, sur leur réalité au sein de l'ALA, même si c'est une association qui est ouverte à tout le monde. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux et celles qui disent que vous surfez sur la victimisation des femmes musulmanes, des musulmans, qu'il n'y a pas d'islamophobie? Les gens qui disent ça, disons que c'est un manque, c'est une réalité. En fait, de ne pas prendre en compte des réalités, en fait, c'est problématique. C'est-à-dire de dire qu'on cherche en victimisation, alors que les femmes au sein de la LAB qui prennent la parole et qui disent ça, ce sont des femmes musulmanes. Je veux dire, on peut pas leur reprocher on peut pas reprocher à une femme musulmane qui vous dit je suis victime de sexisme, de racisme, d'islamophobie, qu'elle se victimise ou qu'elle a tort. Je veux dire, c'est sa voix, c'est ses réalités, c'est son vécu, il faut l'écouter. Il y a vraiment cette idée vraiment d'écoute attentive, en fait, de nos conditions, de nos réalités, et d'arrêter de vouloir délégitimer la cause en disant que ce qu'on fait c'est de la victimisation, je sais pas trop en quoi. Je pense qu'en plus de ça, la LAB, on a aussi une vocation justement à créer ce pouvoir collectif, comme je vous disais, d'outiller les femmes, de leur donner les moyens d'être actrices de leur émancipation. Et je pense que n'importe quelle femme, déjà, le sexisme existe. Alors si en plus de ça on est une femme musulmane, si en plus de ça on est une femme arabe, si en plus de ça on s'appelle Fatima, je veux dire, on est soumise à plusieurs injonctions et plusieurs clichés. Et en effet, c'est vraiment important, en effet, de se donner de la force, de créer cette communauté de solidarité, de soutien. Donc, ce truc de victimisation, c'est un raccourci et c'est une façon de légitimer la cause et de nier, en fait, les réalités, les vécus que vivent les femmes qui vous disent qu'elles le vivent, quoi. Il faut juste les écouter et tendre l'oreille. Et qu'est-ce qui a changé? Alors, on va prendre la représentation dans les médias. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que vous avez plein de médias alternatifs qui existent grâce aux réseaux sociaux. Et là, la visibilité, elle a vraiment beaucoup changé. Mais sur les chaînes de télévision, on va dire mainstream, classique, qu'est-ce qui a changé? Mais qu'est-ce qui a changé? En fait, ce qui est problématique, c'est qu'il faut tout changer, en fait. Parce que moi, je vois pas. Vous voyez, moi, je ne vois pas en tout cas ce qui a changé. Mais bien sûr, non. Mais de toute façon, il y a vraiment une omerta, une espèce de fermeture à ce niveau-là, au niveau médiatique et politique, où c'est vraiment des institutions qui refusent en fait de changer les mentalités. C'est souvent
effet des mecs blancs d'un certain âge qui animent ces débats télévisés et qui ont constamment cette représentation cliché qui ne va pas changer les choses. Donc en effet, il y a des médias alternatifs, il y a des prises de position, il y a des prises de parole qu'on peut faire sur certains médias, et sur en effet les médias mainstream et les médias télévisés, même les médias papier, c'est plus compliqué, mais parce que justement c'est des institutions qui sont scellées, c'est eux-mêmes en fait qui produisent ces discours-là narratifs. Quand on ouvre la télé, des chaînes d'infos continues où constamment les musulmans sont livrés à la vindicte médiatique et populaire et politique, c'est navrant en fait. Et justement, c'est ça qu'il faut changer. Il faut justement s'ancrer vraiment dans un récit des résistances et le mettre en avant et de médiatiser aussi nos initiatives. Et c'est le but du Muslim Women's Day, vraiment de faire entendre nos voix dans les médias et d'amplifier nos voix et de montrer notre présence et de montrer aussi que les femmes musulmanes parlent pour elles-mêmes et qu'elles n'ont pas besoin. Peut-être une émission qui a changé, celle de Cyril Hanouna à peu près. Et encore. Au niveau de la représentation, je veux dire, mais après quand on regarde toutes les chaînes info ou les chaînes de débat classiques. Mais c'est toujours les mêmes débats, c'est toujours sur les mêmes sujets, c'est toujours les mêmes stéréotypes qu'on apporte et c'est fatigant en fait. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes personnes à qui on donne du grain à moudre. Quand il y a vraiment des pourvoyeurs de haine qui sont invités sur des plateaux télé pour constamment insulter les musulmans, c'est fatigant. Il y a un moment... en tant que personne musulmane, on ouvre la télé, on entend ces genres de choses. Et nous, chez La Lab, justement, on essaie justement de changer cette narration-là. On œuvre aussi via le magazine en ligne qui existe, via nos comptes Instagram, nos comptes Facebook. On œuvre justement à changer cette mentalité-là, à produire de la narration réaliste, à produire des narrations plurielles et à s'ancrer vraiment dans ce changement-là qu'on veut voir dans la société. D'ailleurs, pour ça, vous mettez en avant des portraits de femmes, vous visibilisez finalement des femmes dont on ne parle pas dans les médias traditionnels. C'est le but de Lab, c'est-à-dire qu'au début, donc la Lab, c'est cette association féministe et qui s'est créée principalement, même s'il y a eu la série documentaire que Sarah et Justine avaient lancée, il y avait aussi le magazine en ligne et c'était vraiment la première pierre à l'édifice, si je peux dire ça comme ça, où la Lab, c'était vraiment ce média en ligne en fait, qui faisait entendre les voix des femmes musulmanes, où il y avait des portraits de femmes musulmanes qu'on voit jamais, qui sont invisibilisées, qui sont des femmes qui font des choses extraordinaires, qui sont engagées, qui bouleversent les mentalités. Et c'était important pour nous justement de montrer cette représentation-là multiple des femmes musulmanes. Bon, alors vous retenez une date, 27 mars, c'est un samedi, le 27 mars. Voilà. Exactement. Donc pour le Muslim Women's Days, il y a un S, Women's Day. Ouais. Voilà. Donc on en parle avec notre invitée ce matin, qui est Fatima Bent. Vous êtes présidente de la Lab et Nadia El Bouga est avec nous aujourd'hui. Donc pas de présentiel cette année, on a compris, tout se passe en distanciel. Qu'est-ce qui va se passer le 27 mars ? Alors le 27 mars, ça sera donc un Facebook Live. Les inscriptions sont ouvertes d'ailleurs, il y a le lien d'inscription sur notre page Facebook et Instagram et Twitter. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc du coup, ça va commencer à 10h, 10h30 jusqu'à 16h30, 17h et ça sera donc un événement qui aura donc lieu en ligne, qui sera sous format de 2 tables rondes et 2 talks inspirants. Donc la première table ronde va porter sur les violences sexistes et sexuelles et l'omerta, et justement comment les femmes reprennent le pouvoir sur ces questions-là et comment elles brisent l'omerta sur ces sujets-là de violences sexistes et sexuelles. Et on aura un panel de femmes musulmanes qui vont... on va annoncer le programme bientôt, donc je fais un peu de teasing, on va annoncer le programme bientôt. Il y aura plusieurs collectifs, 4 collectifs de femmes musulmanes qui vont vraiment prendre la parole sur ces sujets-là de violences sexistes et sexuelles. Dans la communauté musulmane ? Alors, dans la communauté musulmane et plus largement, du coup, une de nos invitées, fait partie d'un collectif qui n'est pas un collectif de femmes musulmanes, mais c'est quand même intéressant d'entendre justement des femmes qui ne sont pas blanches, voir comment dans d'autres communautés, elles s'organisent aussi sur ces questions-là et comment elles-mêmes aussi approche ces problèmes de violence sexiste et sexuelle par rapport à l'omerta, par rapport à la silenciation qu'on subit en tant que femme musulmane, par rapport à l'instrumentalisation qu'on nous dit de ne pas faire de la cause pour ne pas faire avancer le racisme ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment important d'entendre aussi comment les autres communautés de femmes œuvre dans ce sens et voilà, donc du coup sa première table ronde aura lieu sur ce sujet-là. Il y aura ensuite un talk inspirant d'une de nos Lala qui va parler justement, une bénévole de la Lab qui va parler justement de son engagement sur ces questions-là et qui est une femme très inspirante qui fait plein de choses en fait sur ces sujets-là. Ensuite, après, plus tard dans l'après-midi, on aura donc deuxième table ronde sur l'organisation collective des femmes musulmanes et du coup le pouvoir collectif des femmes musulmanes, comment elles s'organisent. Et là, pour le coup, on aura avec nous Alliance Citoyenne, qui est une association aussi qui œuvre, un collectif de femmes musulmanes qui œuvre à Grenoble sur toutes les questions d'accès aux loisirs et d'accès au logement. Enfin, c'est vraiment des femmes qui sont vraiment impressionnantes et qui ont fait des choses vraiment qui nous inspirent et qu'on soutient. Et d'autres
collectifs dont Imazirène aussi en Belgique qui ont manifesté il n'y a pas très longtemps justement contre l'interdiction du voile dans les universités. Et c'est vraiment cette idée d'organisation collective, de rassemblement, de femmes solidaires, de femmes fortes qui luttent pour leurs droits et qui arrivent à certaines actions, à certaines réalisations, donc à certaines avancées. Donc du coup, il y aura vraiment cette idée de collectif, de power, de pouvoir musulmane, et ensuite après on finira par un talk d'une figure américaine, je ne peux pas vous en dire plus, d'une femme qui... Oprah Winfrey sera là ? Non, on a essayé, mais bon... Moi, je ne sais pas, vous pouvez tout nous dire à nous. Elle a préféré Meghan Markle, voilà. C'était mieux payé, je pense. Donc ça, c'est le 27. Vous avez lancé également un appel à témoignages. Exactement. Qui souhaitez-vous qui puisse témoigner ? On a lancé un appel à chaque année, en fait, pour le Muslim Wednesday. On veut vraiment faire entendre les voix des femmes musulmanes. Et cette année, donc du coup, comme les autres années précédentes, on a lancé un appel à témoignages pour que autour de cette thématique de pouvoir collectif. Et la question, c'est racontez-nous une victoire que vous avez gagnée face à des violences racistes, sexistes, sexuelles ou islamophobes. Et on invite les femmes musulmanes vraiment à raconter des victoires qu'elles ont gagnées, des belles histoires à raconter, justement pour faire entendre cette pluralité et pour montrer que dans la vie de tous les jours, en fait, à l'extérieur, partout, même pas juste au sein de la LAB, des femmes musulmanes existent et des femmes œuvrent pour leur émancipation, pour leur liberté et pour leurs droits. Et ce sont des femmes fortes, solidaires, et c'est important de mettre en avant ces discours-là. Et du coup, ces témoignages-là ont pour but de montrer justement ces victoires positives, ces belles histoires d'organisation. En fait, vous visibilisez finalement des femmes qu'on a invisibilisées exactement, depuis toujours. Et des femmes dont on a estimé qu'elles n'étaient pas assez fortes, qu'elles ne sont pas assez outillées, alors que chez la LAB, justement, on essaie de mettre en avant cette puissance collective des femmes musulmanes, de donner aux femmes musulmanes leur capacité d'agir, en tout cas de les réconcilier en fait avec leurs identités, avec leur force, avec leur estime. Et c'est clairement important parce que le sexisme, le racisme et l'islamophobie qu'on subit, ça nous déshumanise beaucoup et ça crée beaucoup de choses. Je vous parlais tout à l'heure de la charge mentale, mais ouais, clairement, ça a de la dissociation, de la haine de soi, un manque d'estime aussi. Et nous, chez Lab, justement, on œuvre justement pour que des femmes reprennent le pouvoir sur leur destin, retrouvent leur capacité d'agir. Et ce pouvoir collectif-là, donc cette thématique-là, ça a pour but justement d'où l'appel à témoignage, de visibiliser des histoires et des belles histoires sur le pouvoir des femmes musulmanes. Oui, et puis mettre en lumière des modèles, parce que finalement, quand on est une petite fille... issue de l'immigration et qu'au final, il n'y a aucun modèle qui vous ressemble, vous vous questionnez d'où vous venez, de qui vous êtes. Exactement, et quand il y en a, c'est constamment sous le prisme des stéréotypes. Donc en effet, on se forge aussi par ce qu'on représente de nous et par ce qu'on voit. Et en effet, qu'est-ce qu'on attend d'une jeune fille, en effet, qui a constamment à la télé des femmes qui sont constamment racontées sous le prisme des stéréotypes. Enfin, ça forge quoi comme société derrière, de femmes qui en effet se remettent en question, se détestent, se trouvent pas assez représentées. Et du coup, non, chez la Lab, justement, on œuvre en tout cas à montrer cette pluralité, en effet, dans cette idée aussi de transmission, de s'inscrire dans ce récit de résistance et de transmettre aussi ces belles histoires à raconter au plus grand nombre. Qu'est-ce qui fonctionne sur le terrain et concrètement dans la déconstruction des stéréotypes ? Qu'est-ce qui fonctionne, c'est-à-dire quels sont les outils qui fonctionnent vraiment dans la déconstruction? Alors, les outils qui fonctionnent vraiment chez la Parce LAB... Parce que moi, c'est un sujet qui me passionne. Donc, il y a énormément d'associations qui sont sur le terrain. Il y a beaucoup de gens qui œuvrent dans les luttes contre les discriminations, le sexisme, les violences. Mais qu'est-ce qui fonctionne? Mais qu'est-ce qui marche vraiment? Qu'est-ce qui marche? Alors, je ne sais pas si on a la bonne recette chez la LAB, mais en tout cas, nous, on est un collectif de plus d'une centaine de bénévoles. Ça fait maintenant 5 ans qu'on existe. Et chez la LAB, en fait, la première phase, en tout cas, cette première chose qu'on fait quand on arrive chez la LAB, c'est vraiment de créer cette communauté de solidarité. Donc déjà, de créer un espace de bienveillance où les femmes peuvent se retrouver, se soigner, retrouvent un environnement où elles retrouvent de la force, où elles retrouvent des femmes comme elles, des femmes, cette solidarité, vraiment de créer cette sororité, en fait, qui est quand même une valeur chez la LAB très forte. Et qui se ressent d'ailleurs. Hein. Et qui se ressent, quand on vous côtoie, ça émane. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette sororité?
elle a pour but de retisser, de renouer des solidarités qui ont été brisées, de vraiment créer cette énergie de femmes musulmanes, de femmes vraiment qui se retrouvent dans un environnement bienveillant, qui se construisent, qui se soignent, qui s'apportent de la bienveillance, qui s'apportent de la force et qui vraiment de créer ces espaces déjà de solidarité dont on manque considérablement, que ça soit même dans la société, que ça soit dans nos communautés, de vraiment créer ces espaces-là de bienveillance où on se retrouve avec des femmes qui sont dans le non-jugement et qui sont dans la bienveillance, et c'est vraiment une première déjà étape de vraiment de se réconcilier avec nous-mêmes, avec nos identités et se retrouver entre femmes musulmanes et dans cette idée de sororité. Et ensuite après chez la Lab on a aussi plusieurs activités, et dans cette communauté de solidarité il y a des ateliers de danse qu'on avait mis en place, il y a aussi des groupes de soutien, des groupes de parole, tout un soutien psychologique aussi qu'on met en place, les Lab Days qui sont des journées en fait, des week-ends où on forme les bénévoles, les nouvelles bénévoles qui rentrent au sein de l'association. Et vraiment, au-delà de cette solidarité, de cette communauté de solidarité, il y a aussi une communauté d'expression et de savoir, où on essaye de rendre visibles des femmes qui nous ont ouvert la voie. Je vous citais tout à l'heure Amina Wadoud, Asma Lamrabet, Fatima Mernissi. Amina Wadoud, pour tous ceux qui nous écoutent, qui c'est ? C'est une femme afro-américaine qui œuvre énormément sur cette question de féminisme musulman, de faire entendre les voix des femmes musulmanes sur cette question vraiment d'égalité dans les textes. On l'avait accueillie dans une conférence il y a 2-3 semaines, il y a un mois déjà, le 6 février, en ligne avec Asma Lamrabet, Inès Safi, Malika Hamidi, qui sont vraiment des femmes qui œuvrent vraiment dans le féminisme islamique, le féminisme musulman, faire entendre leur voix, et défendre les droits des femmes musulmanes au sein des communautés. C'est une des premières familles même d'ailleurs. Entre autres, complètement. Et du coup, vraiment s'inscrire dans ce récit des résistances et de lire ces femmes-là, de voir ce qu'elles racontent sur elles, ce qu'elles racontent sur leur religion, de raconter sur leurs identités multiples, et vraiment de s'imprégner de cette connaissance-là, d'en discuter, de créer ces savoirs nouveaux, de créer de nouveaux savoirs via le magazine, en laissant la parole aux femmes musulmanes, de le Muslim Women's Day aussi, qui est un espace d'expression, le Lala Buzz Day, le festival en fait, qui est pareil, un espace d'expression, on fait entendre les voix des femmes musulmanes qu'on ne voit pas assez, et vraiment cette communauté d'expression, de savoir nouveau, de savoir pluriel, de se réconcilier, de s'inscrire en fait dans un récit de résistance. Et puis après, il y a aussi cette communauté de pouvoir qui a pour but vraiment de mettre en place des politiques inclusives, pour vraiment, grâce à notre pouvoir collectif organisé, de changer le paradigme sociétal et politique des discriminations. Oui, et puis vous parliez de déconstruction des codes. C'est par exemple chez la Lab que vous verrez une femme voilée, rappeuse, exactement, danseuse, que vous verrez jamais nulle part ailleurs, parce que c'est quelque chose d'atypique. On verra pas ça dans la communauté musulmane, on va dire. C'est pas exactement. Si je peux dire ça comme ça. Vous verrez ça que dans des lieux comme la Lab, parce que justement, vous ouvrez vraiment toutes les possibilités. C'est-à-dire pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que quand vous dites femme musulmane, tout de suite dans l'imaginaire collectif, on voit comme ça ce troupeau de femmes qui se ressemblent toutes, qui sont toutes habillées pareil. Pas du tout en fait. Je peux vous assurer que dans l'imaginaire collectif, beaucoup voient ça. En tout cas, ceux qui ne connaissent pas vous Philippe, mais ceux qui ne connaissent pas les mondes musulmans. Là, il y a des femmes, comme vous le disiez, qui ne portent pas le voile. On peut en voir des femmes tête rasée, avec des piercings, avec des tatouages. C'est vraiment les femmes musulmanes dans tout leur ensemble. Et ça, c'est important de le souligner, même pour les musulmans. Je le dis d'ailleurs principalement pour les musulmans. Parce que nous-mêmes, déjà, nous nous enfermons dans des clichés où on a cette représentation du musulman ou de la musulmane de telle de la bonne femme musulmane, exactement, alors que non, de musulmans, c'est une pluralité de types, de styles, et il faut l'accepter. 27 mars, et on s'inscrit, c'est ça Fatima ? Exactement. Pour participer. Les inscriptions sont ouvertes sur la page Facebook, Instagram et Twitter. Voilà. C'est illimité ? C'est illimité, non, parce que du coup, je crois que ça sera via Zoom, donc du coup, il y a une jauge de 500 personnes, mais ça sera retransmis sur Facebook Live, et là, pour le coup, c'est illimité. C'est ça la modernité. Et c'est génial, parce que du coup, ça vous ouvre même à l'international. Mais complètement, parce que du coup, dans cet événement-là, je vous parlais d'Imazirène qui est belge. Mais c'est vrai que c'est au moins, finalement... Ça, c'est le bon côté ce confinement, cette crise nous permet de nous ouvrir un peu partout. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci. Et je finirai juste sur une dernière chose. En effet, le 27 mars, c'est le Muslim Women's Day, et le 21 mars, il y a le collectif Front contre l'islamophobie qui lance une marche, justement, contre l'islamophobie. Et où ça ? Alors, à Paris, il me semble, je ne sais plus trop exactement, dans plusieurs
plusieurs villes de Donc France. 21 dont mars. Paris. Ouais. Et c'est un dimanche. Et voilà, il y a cet appel à manifester justement contre les discriminations, l'islamophobie que subissent les femmes et les hommes musulmans. 21 mars. Merci d'avoir été avec nous. Vous réécoutez l'émission en Merci, podcast sur beurrefm.net. Vous pouvez regarder la vidéo, la captation de cette émission qui a été filmée sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.